Je crois que je te l'ai déjà dit, Simone, c'était le 5 septembre. Non? Ouais, ou alors c'était un autre jour. En tout cas, je te l'ai déjà dit. J'ai un réel problème avec les gens qui ont des trous de nez trop grands. Le fait que tu me l'aies déjà dit n'est-il pas une raison suffisante pour parler d'autre chose? Non, non, il faut que je me débarrasse de ça. Ça prend trop de place dans mon cerveau. Allez, donne-moi 3 minutes et on n'en parlera plus. 3 minutes, pas une de plus. Ok. Bon, tu vois ce que j'entends par trou de nez trop grand. Et tu remarques au passage le télescopage des trois sens, la vue, l'ouïe et l'odorat. Tu vois ce que j'entends par trou de nez trop... Enfin bon, bref. J'entends que les ailes du nez remontent un peu trop. Elles sont comme érodées à la base, comme une falaise battue par les vagues. Et elles donnent par conséquent l'impression de trous de nez trop grands. Alors que les trous eux-mêmes ne sont pas forcément en cause. Le problème est qu'ils sont très apparents vu la configuration des ailes. Quand on est à la hauteur du nez, on voit l'intérieur du nez. Si on regarde, hein, bien sûr. Si on regarde pas, si on regarde ailleurs, par exemple, on voit rien. Mais ça, c'est valable dans tous les cas, hein. Oui, oui. Oui, d'accord, d'accord. Si tu veux bien nous épargner les digressions. Donc, des trous de nez trop grands, ou apparemment trop grands, tu m'as bien compris. C'est une caractéristique que j'observe surtout chez les femmes. Alors, je m'empresse de dire deux choses. D'une part, ces trous de nez sont trop grands à mon goût, à mon avis. Mais je suis bien conscient que c'est totalement subjectif, puisque c'est affaire de goût. Je ne dis pas que ces personnes ont des trous de nez trop grands dans l'absolu. Je dis seulement que moi, personnellement, en ce qui me concerne, je les trouve trop grands. Et puis deuxième chose, je m'interdis formellement d'en faire le reproche à quiconque. C'est la nature qui en a décidé ainsi. Il serait criminel de condamner ou même de blâmer des congénères au seul motif que la nature leur a fait des trous de nez trop grands à mon goût. Je me borne au constat, Simone. Je n'incrimine personne, ni homme ni femme, je ne demande rien, et surtout pas aux gens concernés de changer de trou de nez, ni de maquiller, ni de dissimuler leur trou de nez. Non, je ne demande rien. Je n'en veux à personne. Tu parles de toi, en somme. Exactement, je parle de moi. C'est moi le sujet du problème, moi et personne d'autre. C'est moi qui juge trop grand certains trous de nez que d'autres que moi trouvent sans doute parfaitement normaux, et c'est moi et moi seul que ça dérange. Ça ne porte pas à conséquence. Je ne veux ni légiférer, ni réglementer, ni montrer du doigt. Je parle de moi, le plus égoïstement du monde, et je dis, à moi, il semble que certaines personnes, et le plus souvent des femmes, ont des trous de nez qui gagneraient à être moins grands ou alors à apparaître moins grands. Voilà ce que je dis. Je ne fais que décrire ma position vis-à-vis du réel. Je connais des gens qui sont allergiques aux oreilles trop grandes ou bien aux sourcils trop fournis. Moi, ça ne me dérange pas. En revanche, les trous de nez trop grands, ça me fait quelque chose, ça ne me plaît pas. C'est pas un problème du reste. Les gens ne sont pas obligés de me plaire. Il se peut que ça leur soit tout à fait égal de me plaire ou de me déplaire. Je ne suis pas le centre du monde. Mais j'ai quand même le droit d'exprimer une fois de temps en temps une préférence personnelle. En l'occurrence, j'exprime publiquement une petite gêne, tout à fait supportable au demeurant, à l'endroit de certains trous de nez. Voilà. Et c'est pour ça que tu nous déranges? Vous écoutez France Culture. Je dînais l'autre soir dans une grande brasserie parisienne. Laquelle? Non, ça n'a pas d'importance, Simone. Une grande brasserie parisienne. J'avais pris un plateau de fruits de mer avec un tourteau, en hommage à Pierre Desproges. Ce que j'appelle, en mon fort intérieur, un plateau de hommage. Avec un verre de Chablis, en hommage à Roland Tamport. Oui, j'étais d'humeur nostalgique, Ça arrive. ouais, il me semble. Or, à la table voisine, dînaient bruyamment 6 gros blaireaux. 6 beaufs de pure souche, exubérants, contents d'eux, parlant fort, à tort et à travers, faisant ripaille avec ostentation et vulgarité. 6 quadras primaires qui s'employaient manifestement à épouser tous les clichés de la beaufrie ordinaire. On ne pouvait pas les rater. Je les regardais donc à la dérobée et, tu me crois pas, Simone, je les enviais. Je les enviais, sans cynisme, sans ironie, sans le moindre mépris surtout, ou alors pas conscient. Pour eux, me disais-je, la vie est simple. Ils ne doutent de rien, surtout pas de leur propre valeur. Ils ne se posent pas de questions.
Ils jouissent sans arrière-pensée de plaisirs simples, ils se baffrent sans état d'âme d'une douzaine d'escargots, d'une côte de bœuf avec du gratin dauphinois, pourvu que ces plaisirs terrestres soient copieusement arrosés et fassent encore reculer le doute, tous les doutes. J'enviais le bonheur de ces gars-là. C'est un péché, l'envie. Je sais, et je ne t'ai pas tout dit. Je dînais, il se trouve, en compagnie d'une jolie jeune femme, au physique aliciant, il est vrai, mais foin de finesse et foin d'élégance, je voyais les yeux de ces 6 voisins qui disaient, et j'entendais leur bouche qui confirmait, « Quel joli petit morceau! J'en ferai bien mon déjeuner! Ah! Tu verrais comme je lui donnerais du plaisir à cette petite garce! » Oui, des philosophies bien limpides, articulées autour du traditionnel tiercé, le fric, la bouffe, la baise. Pas de questions existentielles en vue, pas de détour, pas de quartier, rien que du bonheur. Un bonheur un peu animal peut-être, mais c'est si rare le bonheur, je n'allais pas faire la fine bouche. Alors, tu allais fraterniser avec eux? J'ai failli. Mais ma copine, à qui je m'étais ouvert de ma soudaine jalousie, m'a fait à ce moment-là une proposition. J'ai des pouvoirs magiques, m'a-t-elle dit, des super-pouvoirs, et notamment celui de te transformer instantanément en un homme semblable à ces 6-là. Tu n'as qu'un mot à dire et dans 3 secondes, tu seras l'un d'entre eux. Mais attention, c'est un aller simple, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu prends ou tu ne prends pas, mais si tu prends, c'est pour toujours. Alors, décide-toi, veux-tu que je t'envoie au pays de l'insouciance et du bonheur, maintenant? Qu'est-ce que tu as décidé? J'ai demandé à réfléchir. Ça ne me regarde pas, mais je trouve que tu as bien fait. Vous écoutez France Culture. Je ne suis pas obtus, Simone. J'ai bien compris que France Culture célèbre aujourd'hui la recherche avec un grand R, la recherche sous toutes ses formes et dans tous ses états. J'ai compris. Mais n'empêche, depuis 6 heures ce matin que nous avons le nez dans la recherche, j'ai envie de faire un break, de passer 3 minutes à ne rien chercher. Qu'est-ce que tu en penses? Je cherche quelque chose à répondre. Ah, mais c'est de la provocation. Je viens de te demander de ne rien chercher pendant 3 minutes. Et tu commences déjà à chercher ce que tu vas dire. Tu cherches la dispute en plus. Non, d'accord. Je ne cherche rien, je ne cherche plus. Je me contenterai de dire ce qui me passe par la tête. Voilà qui est bien. On est là tous les deux, tranquilles. On ne cherche pas midi à 14 heures. On ne cherche pas la vérité. On ne cherche pas la clé de l'énigme. On ne cherche rien. On se détend. Des tas de gens très compétents, et dont c'est le métier en plus, cherchent pour nous depuis ce matin et chercheront après nous jusque tard dans la nuit. Ne cherchons pas à nous hisser à leur niveau, ce serait peine perdue, surtout pour toi. Là, tu me cherches. Ah oui, pardon, j'étais distrait. Comme souvent les chercheurs. Non, contentons-nous de respirer quelques minutes sans rien chercher. Il faut beaucoup de vigilance pour ça. On a vite fait de se retrouver en recherche de quelque chose. Un moment d'inattention et paf, on s'aperçoit qu'on était plus ou moins consciemment en train de chercher le pourquoi du comment, ou la recette du bonheur. C'est un sacerdoce, la recherche, mais ne rien chercher du tout, c'est pas commode non plus. D'autant qu'il n'est pas question de chercher à se vider la tête, de chercher le moyen de ne rien chercher, non. Il faut le trouver tout de suite. Ce doit être immédiat. Je décide de ne rien chercher, et dans la seconde qui suit, j'y parviens. Je ne cherche rien, et ça se voit. Je ne cherche même pas à le montrer, ça se voit. Si un chercheur, Simone, faisait irruption maintenant dans ce studio, il faudra qu'il se dise immédiatement, tiens, ces deux-là ne cherchent rien. Et que ça le détende, que ça lui serve de pause, qu'il ait envie de passer encore quelques instants avec nous à ne rien chercher. Il rechercherait notre compagnie. Oui, mais lui, il a le droit, c'est son boulot, c'est son truc. Nous, en revanche, on ne chercherait ni à lui plaire, ni à lui déplaire. On se contenterait d'être les 2 placides palmiers d'une oasis de non-recherche dans un désert de recherche. Un désert, pas désert du tout, du reste, puisque grouillant de chercheurs. Celui-ci cherchant à deviner ce que celui-là est en train de chercher, cet autre recherchant le moyen d'identifier l'objet exact de sa recherche, cet autre encore, une chercheuse pour le coup,
recherchant la combine subtile qui permettrait de prolonger la journée de la recherche au-delà de la journée de la recherche, dans le prolongement de ses travaux sur la quadrature du cercle. Et nous, au milieu de tout ça? Eh bien oui, nous deux, aussi impavides que transparents, havre de vacuité dans un océan de matière grise en fusion. Là, j'ai l'impression que tu cherches l'effet de style. Mais oui, Simone, parce que la pause est finie. On y retourne, on replanche. C'est bien trouvé, ça, on replanche. Et sans chercher, ma chère. Vous écoutez France Culture. Ta, Simone, c'est l'heure du bilan Bilan de quoi? de mes courageux combats. Nous allons passer en revue mes chevaux de bataille et établir leur bulletin de santé. J'ai suggéré qu'on ne dise plus merde aux comédiens qui s'en vont jouer au théâtre. Parce que le mot n'est pas joli, parce que le temps des voitures à cheval est révolu, et aussi parce que ce qu'on peut souhaiter de meilleur à un comédien, c'est pas une salle pleine pour une grosse recette, mais du plaisir. J'ai donc proposé, tu t'en souviens, qu'on évoque plutôt la dopamine, qui est la molécule du plaisir, et qu'on dise par conséquent aux comédiennes et aux comédiens, plutôt que merde, dop-dop. Résultat? Rien n'a changé. J'ai demandé qu'on installe à tous les carrefours de France un système capable de réguler les feux de la circulation en fonction du débit réel des artères concernées, afin d'éviter le gaspillage de millions d'heures passées dans les embouteillages. Résultat? Rien n'a été fait. J'ai milité pour que les établissements de tout poil qui programment des spectacles vivants suppriment de leur grille de programmation l'absurde catégorie humour, l'humour étant un ingrédient et non une discipline en soi. Résultat? Rien n'a changé. Je me suis battu pour qu'on mette au rencard les insupportables souffleuses à feuilles mortes, ces machines hurlantes et profondément anti-écologiques. Bilan? Rien n'a changé. J'ai demandé que la télévision cesse de se moquer des téléspectateurs en proposant, pour susciter des appels téléphoniques surtaxés, des faux jeux sous forme de questions débiles dont la réponse est plus qu'évidente. Alors? Rien n'a changé. J'ai pesté contre ceux qui saupoudrent leurs propos de l'adverbe « voilà », destiné à dissimuler l'indigence de leur vocabulaire et l'inexistence de leurs idées. Bilan? J'ai malheureusement l'impression que... voilà. Je me suis époumoné pour qu'on fasse la liaison qui s'impose avec le nom commun euro. 2 euros, 100 euros. Une évolution? Pas la moindre. J'ai milité aussi pour le bannissement du proliférant américanisme « je reviens vers vous ». Résultat? Statu quo. J'ai prêché pour que, même dans les circonstances complexes ou douloureuses que la vie amène, les gens soient attentifs à se parler gentiment, toutes choses égales d'ailleurs. Et là, progrès? Aucun, je crains. J'ai demandé solennellement que les bulletins d'information fassent la part moins belle aux informations sportives, qu'on nous abrutisse un peu moins de résultats sportifs. Bilan? Rien n'a changé. J'ai demandé que notre temps de parole sur cette antenne passe de 3 à 5 minutes. Réponse? C'est non. Fin de la revue des chevaux demain. Je dînais l'autre soir dans une grande brasserie parisienne. Laquelle? Non, ça n'a pas d'importance, Simone. Une grande brasserie parisienne. J'avais pris un plateau de fruits de mer avec un tourteau, en hommage à Pierre Desproges. Ce que j'appelle, en mon fort intérieur, un plateau de hommage. Avec un verre de Chablis, en hommage à Roland Tempore. Oui, j'étais d'humeur nostalgique. Ça arrive. Ouais, il me semble. Or, à la table voisine, dînaient bruyamment 6 gros blaireaux. 6 beaufs de pure souche, exubérants, contents d'eux, parlant fort à tort et à travers, faisant ripaille avec ostentation et vulgarité. 6 quadras primaires qui s'employaient manifestement à épouser tous les clichés de la beaufrie ordinaire. On ne pouvait pas les rater. Je les regardais donc à la dérobée et, tu me crois pas, Simone,
je les enviais. Je les enviais, sans cynisme, sans ironie, sans le moindre mépris surtout, ou alors pas conscient. Pour eux, me disais-je, la vie est simple, ils ne doutent de rien, surtout pas de leur propre valeur, ils ne se posent pas de questions, ils jouissent sans arrière-pensée de plaisirs simples, ils se baffrent sans état d'âme d'une douzaine d'escargots, d'une côte de bœuf avec du gratin dauphinois, pourvu que ces plaisirs terrestres soient copieusement arrosés et fassent encore reculer le doute, tous les doutes. J'enviais le bonheur de ces gars-là. C'est un péché, l'envie. Je sais, et je ne t'ai pas tout dit. Je dînais, il se trouve, en compagnie d'une jolie jeune femme, au physique aliciant, il est vrai, mais foin de finesse et foin d'élégance, je voyais les yeux de ces 6 voisins qui disaient, et j'entendais leur bouche qui confirmait, « Quel joli petit morceau! J'en ferais bien mon déjeuner! Ah! Tu verrais comme je lui donnerais du plaisir à cette petite garce !» Oui, des philosophies bien limpides, articulées autour du traditionnel tiercé, le fric, la bouffe, la baise. Pas de questions existentielles en vue, pas de détour, pas de quartier, rien que du bonheur. Un bonheur un peu animal peut-être, mais c'est si rare le bonheur, je n'allais pas faire la fine bouche. Alors, tu es allé fraterniser avec eux? J'ai failli. Mais ma copine, à qui je m'étais ouvert de ma soudaine jalousie, m'a fait à ce moment-là une proposition. J'ai des pouvoirs magiques, m'a-t-elle dit, des super-pouvoirs, et notamment celui de te transformer instantanément en un homme semblable à ces 6-là. Tu n'as qu'un mot à dire et dans 3 secondes, tu seras l'un d'entre eux. Mais attention, c'est un aller simple, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu prends ou tu ne prends pas, mais si tu prends, c'est pour toujours. Alors, décide-toi, veux-tu que je t'envoie au pays de l'insouciance et du bonheur, maintenant ? Qu'est-ce que tu as décidé? J'ai demandé à réfléchir. Ça ne me regarde pas, mais je trouve que tu as bien fait. Je dînais l'autre soir dans une grande brasserie parisienne. Laquelle? Non, ça n'a pas d'importance, Simone. Une grande brasserie parisienne. J'avais pris un plateau de fruits de mer avec un tourteau, en hommage à Pierre Desproges. Ce que j'appelle, en mon fort intérieur, un plateau de hommage. Avec un verre de Chablis, en hommage à Roland Topor. Oui, j'étais d'humeur nostalgique. Ça arrive. Ouais, il me semble. Or, à la table voisine, dînaient bruyamment 6 gros blaireaux. 6 beaufs de pure souche, exubérants, contents d'eux, parlant fort à tort et à travers, faisant ripaille avec ostentation et vulgarité. 6 quadras primaires qui s'employaient manifestement à épouser tous les clichés de la beaufrie ordinaire. On ne pouvait pas les rater. Je les regardais donc à la dérobée et, tu me crois pas, Simone, je les enviais. Je les enviais, sans cynisme, sans ironie, sans le moindre mépris surtout, ou alors pas conscient. Pour eux, me disais-je, la vie est simple, ils ne doutent de rien, surtout pas de leur propre valeur, ils ne se posent pas de questions, ils jouissent sans arrière-pensée de plaisirs simples, ils se baffrent sans état d'âme d'une douzaine d'escargots, d'une côte de bœuf avec du gratin dauphinois, pourvu que ces plaisirs terrestres soient copieusement arrosés et fassent encore reculer le doute, tous les doutes. J'enviais le bonheur de ces gars-là. C'est un péché, l'envie. Je sais, et je ne t'ai pas tout dit. Je dînais, il se trouve, en compagnie d'une jolie jeune femme, au physique aliciant, il est vrai, mais foin de finesse et foin d'élégance, je voyais les yeux de ces 6 voisins qui disaient, et j'entendais leur bouche qui confirmait, « Quel joli petit morceau! J'en ferais bien mon déjeuner! Ah! Tu verrais comme je lui donnerais du plaisir à cette petite garce !» Oui, des philosophies bien limpides, articulées autour du traditionnel tiercé, le fric, la bouffe, la baise. Pas de questions existentielles en vue, pas de détour, pas de quartier, rien que du bonheur. Un bonheur un peu animal peut-être, mais c'est si rare le bonheur, je n'allais pas faire la fine bouche. Alors, tu es allé fraterniser avec eux? J'ai failli. Mais ma copine, à qui je m'étais ouvert de ma soudaine jalousie, m'a fait à ce moment-là une proposition. J'ai des pouvoirs magiques, m'a-t-elle dit, des super-pouvoirs, et notamment celui de te transformer instantanément en un homme semblable à ces 6-là. Tu n'as qu'un mot à dire et dans 3 secondes, tu seras l'un d'entre eux. Mais attention, c'est un aller simple, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu prends ou tu ne prends pas, mais si tu prends, c'est pour toujours. Alors, décide-toi,
Veux-tu que je t'envoie au pays de l'insouciance et du bonheur, maintenant? Qu'est-ce que tu as décidé? J'ai demandé à réfléchir. Ça ne me regarde pas, mais je trouve que tu as bien fait. Faute de temps, Simone, nous n'avions pas fini de passer en revue les chevaux de bataille que j'entraîne depuis bientôt 6 mois. Il faut être honnête, le bilan de la première moitié de la revue était proprement catastrophique. On continue quand même? Bravement. Je me suis battu pour qu'un décret officiel vienne en matière de sandwich fixer le ratio raisonnable de poids de pain par rapport au poids de la garniture. Résultat? Rien n'a changé. J'ai demandé qu'on me dise où vont les millions de vélos volés. Alors? On ne m'a pas répondu. Je me suis battu pour que les contrôleurs de la SNCF cessent de réveiller les voyageurs qui dorment lorsque ces voyageurs ont pris la précaution d'apposer leur titre de transport en évidence devant eux. Bilan? Rien n'a changé. J'ai tenté de former les personnels du TGV à utiliser correctement leur micro d'annonce. Bilan? C'est pire qu'avant. J'ai demandé au pouvoir public de contraindre efficacement les stations-service à mettre à la disposition de leurs clients des appareils de gonflage en état de marche. Un de tes plus fougueux chevaux de bataille. Comment va-t-il? Il est à l'agonie. J'ai milité pour que, quand une nouvelle caisse ouvre dans un supermarché bondé, elle profite en priorité non pas à ceux qui viennent d'arriver au bout de la file, mais à ceux qui ont déjà patienté de trop longues minutes. Bilan? Tout le monde s'en fout. J'ai demandé que, dans les rassemblements et affluences de toutes sortes, les personnes, particulièrement les femmes, qui portent un gros sac à main et qui par conséquent occupent 2 places au lieu d'une, que ces personnes soient simplement conscientes de la gêne occasionnée. Résultat? Aucun changement à l'horizon. J'ai milité pour que les transports en commun des grandes agglomérations ressemblent plus à des transports de voyageurs qu'à des transports de bétail. Bilan? Totalement nul. J'ai demandé que les vendeurs de roses ambulants dans les bars et restaurants aient le tact de ne pas insister auprès des personnes qui ne souhaitent pas acheter de roses, non pas parce qu'ils n'aiment pas les roses ni parce qu'ils sont radins, mais parce qu'ils n'ont personne à qui les offrir. Et rien n'a changé. Si, je crois bien que si. C'est le mieux portant de tous mes chevaux de bataille. L'autre jour, j'ai décliné d'un geste la proposition du fleuriste et il n'a pas insisté. C'est un mieux significatif, qui tombe à pic, parce que sinon, j'aurai l'impression de me battre contre des moulins à vent. Non, ce vendeur de roses plein de tact montre que tous les espoirs sont permis. Un monde meilleur est possible, Simone. Il est là, devant nous, il arrive, c'est pour demain. Alors à demain. Ah, t'es une battante, toi, hein. J'aime ça. Un oléola, Simone, c'est une huile essentielle d'essence végétale. Et alors? Oui, je comprends, tu regimbes, parce que le mot est vieux et qu'on ne l'utilise plus guère, mais moi, je le ressors des tiroirs, ce mot, parce que je le trouve rigolo. Oléola. Je vois des enfants en colonie de vacances qui chantent autour du feu de camp, je vois des corridas enfiévrées, je vois des stades en liesse, je vois tout ça quand j'entends oléola. Et j'ai envie d'entendre ce mot. Mais c'est pas gagné, je ne te le cache pas. C'est pas moi qui l'aurais prononcé en tout cas. Je ne le connaissais même pas. Oui, et puis, même quand on le connaît, il n'est pas très facile de le placer. Au cours d'un dîner entre amis, il n'est pas très aisé d'aiguiller discrètement la conversation sur la pharmacologie, les huiles, leur caractère essentiel, pour s'écrier au détour d'un argument « Et vive les oléolas !» Bon, c'est pas infaisable. Mais je suppose que les convives te voient venir à 5 kilomètres. Aussitôt que tu as prononcé le mot pharmacologie, ils deviennent un peu méfiants. Tu prononces l'adjectif essentiel. Là, à mon avis, t'es grillé. Tout le monde se dit, en voilà une qui est animée d'une envie irrépressible de dire ou de nous faire dire le mot oléola.
Certes, ils ne devinent pas forcément pourquoi tu veux le dire ou l'entendre. Ils n'ont pas fatalement percuté sur le fait que tu le trouves rigolo, ce mot, et que c'est là ta motivation profonde pour le mettre sur le tapis. Ça, ils l'ont peut-être pas compris. Mais ils ont compris que tu avais envie de Léola. Moi? Envie de Léola? Et puis quoi encore? Non, mais pas toi, Simone. Toi, au sens de nous, au sens de on, au sens de moi. J'aime mieux ça. Tu sais, la plupart des gens sont attachés à quelques mots en particulier. Souvent, ce sont des mots régionaux. Et on ne les énonce d'ailleurs qu'accompagnés de la phrase « comme on dit chez nous ». Ce sont des mots qui ont des racines, en Provence ou en Vendée ou même en Belgique. Et ceux qui les énoncent ont l'agréable impression, en les énonçant, de faire un petit tour au pays ou un petit tour en enfance. Mais moi, Simone, je n'ai pas de mots de ma région d'origine, le Nord. Bon, en réalité, j'en ai, mais je ne les aime pas. C'est comme ça. C'est mon côté rebelle, mon côté grincheux, renégat, si tu veux. Moi, quand je passe la serpillière, je ne dis pas « je passe la vassingue », comme on dit chez nous. Non, je dis « je passe la serpillière ». D'ailleurs, c'est faux. Quand je passe la serpillière, je ne dis rien. C'est assez pénible comme ça, il me semble inutile de le claironner. Bref, je n'ai pas de mots locaux. Mais en contrepartie, j'ai l'oléola. Ça se dit comment, ch'timi? Ça ne se dit pas plus qu'ailleurs. Quand j'ai envie de l'entendre, comme c'était le cas cet après-midi, le plus efficace est que je le prononce moi-même. Si je compte sur quelqu'un d'autre, sur toi en particulier, ça peut prendre des heures et des jours. On ne fait pas boire l'âne qui n'a pas soif. Les gens ne connaissent généralement pas les oléolas. Et les rares qui les connaissent n'ont pas envie d'en parler. Je ne peux compter que sur mes propres forces. Le seul choix qui me reste, c'est d'amener le mot finement et discrètement, l'air de rien. Mais c'est laborieux, on me voit venir avec mes gros sabots, comme on ne dit pas chez nous. Alors le mieux est de le balancer de but en blanc, comme disent les militaires. Ex abrupto, comme disent les latinistes. Sans crier gare, comme disent les cheminots. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'ai envie de Léola, Simone, je m'en offre une rasade et je me fiche du reste. Et ça te prend souvent? Eh ben plus souvent que toi. Et paf! Vois-tu, Simone, le verbe frire a deux sens. D'une part, le sens de faire cuire par immersion dans un corps gras bouillant. En ce sens, frire est transitif. On dit par exemple « Colette frit les beignets d'aubergine ». C'est vrai qu'on a tendance le plus souvent à dire « Colette fait frire les beignets de courgettes », mais on peut dire, c'est tout à fait correct, « Henri frit les tranches de poisson » ou « Je fris les crevettes » afin d'obtenir des crevettes frites. Quand je dis que je fris les crevettes, ça peut signifier qu'au moment où je parle, je fais frire des crevettes, ou bien que ma façon de cuisiner les crevettes consiste à les faire frire. Tu les fais comment, toi, les crevettes? Tu les fris? Oui, je les fris, à la poêle à frire. Ah, tu les poêles, en somme. Oui, si tu veux, je les poêle, mais je préfère dire que je les fris. Ça, c'est le premier sens de frire. Oui, et il y a l'autre sens, celui de cuire dans la friture. Dans ce sens, frire est intransitif. On dit « la morue frit ». C'est-à-dire qu'au moment où nous le disons, un morceau de morue est en train de cuire dans la friture. Question impatiente, ça vient la morue? Réponse exaspérée, elle frit la morue. Où veux-tu en venir? À ceci, je ne comprends pas pourquoi le verbe frire, fort de tous ses sens, est défectif. D'ailleurs, selon certaines grammaires étrangères, il ne l'est pas. Mais selon les grammaires fiables et bien de chez nous, frire est défectif, c'est-à-dire qu'il ne s'emploie pas à tous les temps et tous les modes. À l'instar de pleuvoir, falloir, sourdre, braire, choir ou faillir. Et je ne trouve pas ça normal. Frire n'a pas d'imparfait de l'indicatif, par exemple, c'est scandaleux. On est obligé de dire « Je faisais frire tranquillement des fleurs de courgettes quand Jérôme sonna à la porte ». Mais pourquoi pas « Je frisais tranquillement » ? À cause de la confusion possible avec le verbe friser ? J'y crois pas. La mention des fleurs de courgettes suffit amplement à éviter le quiproquo. Pire encore, Simone, frire n'a pas de temps pluriel au présent de l'indicatif. Tu demandes à un couple d'amis comment ils ont l'habitude de cuisiner les pommes de terre. Ils ne peuvent pas répondre « nous les frions », ni « nous les frisons ». Tu peux pas davantage demander confirmation grâce à « vous les friez » ou « vous les frisez ». Et quand on se retrouve toi et moi dans la voiture et qu'on parle des mœurs culinaires de nos amis, on ne peut pas dire « ah oui, eux, les pommes de terre, ils les frient », ni ils les frisent. On est obligé de rajouter le verbe « faire » pour dire « ils les font frire ». Comment le sais-tu? Je le sais parce que je leur ai demandé, les pommes de terre, vous les faites frire? Et ils m'ont répondu, ah oui, ça c'est l'habitude chez nous, nous les faisons frire. Quel gâchis! Non? Je me rends pas bien compte. Pourtant, Simone, il
Il y a bel et bien un scandale des verbes défectifs. Le verbe braire, par exemple, ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. On dit l'âne braie, mais il n'est pas le seul à braire. On a souvent entendu un petit chef braire, comme un âne. Suppose maintenant que soient rassemblés trois petits chefs caractériels et que nous leur demandions comment réagissez-vous lorsque les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Ils devraient pouvoir nous répondre un peu honteux, nous brayons. Or, ils ne le peuvent pas, à cause du caractère défectif de braire. Et tu notes au passage que le mot défectivité manque aussi à l'appel. Je ne peux pas parler de la défectivité d'un verbe, comme on parle de sa transitivité. Je suis obligé d'évoquer son caractère défectif. C'est vraiment la misère dans le secteur. Calme-toi, chéri. Que je me calme, alors que déchoir n'a pas d'imparfait, et traire, pas de passé simple. Comment clore le débat? Certes, on peut dire « je le clorai quand bon me semblera », mais dans le cas où je veux dire « avec clore », j'aurais aimé qu'il imite un terme rapidement. Que me reste-t-il? J'aurais aimé qu'il le closit, qu'il le clora, qu'il le clut. Quel gâchis. Simone, tu es très attentive, je le sais et je t'en remercie, à mon combat pour que celles et ceux qui sont porteurs d'un gros sac, à dos ou à main, soient conscients de leur dépassement de gabarit. Très attentive, c'est beaucoup dire. Si, je le vois bien, et encore une fois, je t'en remercie. Or donc, quand, dans une foule, une personne à sac occupe à elle seule l'espace dévolu à deux personnes sans sac, une moitié pour elle-même, l'autre moitié pour son sac, je demande que la dite personne ne me jette plus ce méchant regard noir lorsque j'essaye de me frayer un passage qui m'oblige à pousser, gentiment mais fermement, son sac. Je demande qu'elle soit consciente, cette personne, que son sac et elle sont en dépassement de gabarit, et qu'elle en tienne compte. Qu'elle ne me fasse pas passer pour un grossier personnage qui la bouscule, alors que je n'ai bousculé que son sac, qui prend autant de place qu'une personne debout, et qui par ailleurs dépend d'elle. C'est son sac, tonnerre de Brest. Il a le droit d'exister, son sac, mais il ne peut pas prétendre au statut de personne humaine. Ce n'est qu'un sac. En quoi puis-je t'être utile? En m'accompagnant, Simone, sur un terrain encore plus explosif, celui des valises à roulettes. Écoute-moi bien. Un monsieur avec une valise à poignée, c'est un monsieur avec une valise. Il occupe un peu plus de place qu'un monsieur sans valise, et il relève donc de la problématique évoquée tout à l'heure, le simple dépassement de gabarit. Mais un monsieur avec une valise à roulettes, ce n'est plus un monsieur en dépassement, c'est un véritable convoi. Pas exceptionnel certes, je ne veux pas pousser le pion trop loin, mais un convoi quand même. À ce titre, il ne peut pas demander à circuler dans les mêmes conditions ni avec les mêmes droits qu'un monsieur normal avec un sac ou une valise à poignée. L'homme qui traîne une valise à roulettes, et c'est valable aussi pour la femme, doit se considérer comme un convoi et respecter la liberté de circulation des gens dépourvus de valise. Il doit respecter certaines priorités, il doit se montrer encore plus prévenant avec ses congénères, bref, il doit se comporter comme un convoi bien élevé. Ce n'est pas le cas. Rarement, Simone, rarement. Bon, si le gars en question est prioritaire, pour une raison ou pour une autre, là c'est différent, il faut seulement qu'il affiche son caractère prioritaire, d'une manière ou d'une autre, avec un gyrophare bleu par exemple. Mais s'il n'est pas prioritaire, et fais-moi confiance, c'est le cas le plus fréquent, il ne peut pas feindre d'être un gars comme les autres. La normalité de l'homme, Simone, c'est d'être sans valise. L'homme en l'état de pure nature est sans valise, en plus d'être vêtu de peau de bête. Un homme avec une valise à roulettes n'est pas un homme normal, c'est un homme convoi. En un seul mot, c'est un convoi. Sur le quai de la gare, ce convoi coupe 2 fois la route de ses congénères, les hommes normaux. Une fois pour son passage personnel et une seconde fois pour le passage de sa valise à roulettes. Il faut qu'il le sache, il faut qu'il dise, en son fort intérieur ou à haute voix, j'ai pas de préférence là-dessus, il faut qu'il dise « je ne suis pas normal dans l'état actuel des choses ». Bon, d'habitude, je suis normal, mais là, je pars en voyage, je traîne une valise à roulettes, je suis donc devenu un convoi. J'en suis conscient et j'en tire les conséquences. C'est pas un reproche, chérie, mais c'est pas facile de voyager avec toi. Oh, mais rien ne t'y oblige, Simone. Rien.
Simone, est-ce que tu te rends compte de tout ce qui nous parvient grâce aux ondes hertziennes? Oui, je crois que je me rends compte. Je ne suis pas sûre de me rendre suffisamment compte à ton goût, mais je fais ce que je peux. Bon, pas de panique, Simone. Dès lors que tu te rends compte, même un petit peu, tu ne mettras pas d'obstacle à ce que nous rendions cet après-midi un vibrant hommage à Heinrich Rudolf Hertz. J'ai dit vibrant, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je dois t'avouer, et c'est là une faiblesse, que je ne sais pas rendre d'hommage autrement que vibrant. Quand je suis très en forme, je peux tenter l'hommage appuyé, mais sur un gars comme Hertz, il faut jouer la sécurité, j'opte pour l'hommage vibrant. Eh bien, vibrons. Bon, pas trop non plus, hein. Hertz n'a pas inventé les ondes hertziennes. Les ondes électromagnétiques n'avaient pas attendu Hertz pour se propager. Mais c'est à cet ingénieur allemand, alors âgé de 30 ans, que l'on doit, en 1887, la vérification expérimentale de la théorie de Maxwell, selon laquelle la lumière n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique. Ensuite, grâce à un oscillateur, que l'on appelle oscillateur de Hertz, Heinrich a mis en évidence l'existence d'autres ondes électromagnétiques, celles-là non visibles, et démontré que ces ondes se propageaient à la même vitesse que la lumière. Par ailleurs, Hertz a réalisé la première liaison entre un émetteur et un récepteur au moyen d'un faisceau d'ondes dit faisceau hertzien. C'est un gars qui a laissé son nom un peu partout. On lui a pas trop demandé son avis. Quand tu découvres quelque chose dont on ignorait l'existence, tu t'exposes à ce que tes contemporains donnent ton nom à cette chose. Par exemple, si un jour, en excursion dans la forêt colombienne, tu découvres une courgette de forme cubique. Bon, faut même que tu en découvres plusieurs. Sinon, ta courgette sera considérée comme un simple accident légumier. Mais si tu montres que cette courgette cubique est une authentique espèce de courgette, bon, tu ne l'auras pas inventée, c'est la nature qui l'aura créée bien avant toi, mais quand tu me communiqueras ta découverte, j'aurai bien envie, c'est normal, de lui donner un nom à cette nouvelle courgette. Et je serais tenté, je te le dis franchement, de l'appeler courgette Simone. Je n'ai pas l'intention d'aller en Colombie. En tout cas, pas en forêt. Alors je te donne un autre exemple. Si un jour tu découvres que chaque fois que dans une boulangerie, un client demande une baguette pas trop cuite, les autres clients regardent leur montre. Si tu démontres que la même cause produit toujours le même effet, alors tu auras découvert un phénomène inconnu jusque-là. Pas inexistant, mais simplement inconnu. Et quand tu communiqueras à l'Académie des sciences tes résultats, accompagnés de preuves irréfragables, alors les académiciens risquent bien de baptiser le phénomène effet Simone. Et ne me dis pas que tu vas jamais dans les boulangeries. Si, j'y vais. Mais le coup de la montre, j'ai jamais remarqué. Mais je ne t'ai pas dit que le phénomène existait réellement. Je n'ai fait que te donner un exemple. Un exemple plus accessible, dans la mesure où l'exemple de la courgette ne t'avait manifestement pas convaincu. Alors ? Alors? Eh bien, Dieu sait que j'en ai entendu des hommages à Hertz, mais le tien est sans conteste le plus vibrant. Merci, Simone. Simone, j'aimerais que nous parlions aujourd'hui de la frustration. Je ne vais quand même pas te priver de ça. À la bonne heure. La frustration est un des plus puissants moteurs de l'action humaine. Il existe bien d'autres moteurs, naturellement, à commencer par le plus performant et parfois le plus dévastateur d'entre tous, l'amour. Il y en a de moins nobles comme l'ambition, la soif de pouvoir ou le désir de revanche. Il y a des moteurs plus grinçants comme la vengeance, l'envie, la jalousie, l'angoisse aussi. Mais le moteur que je souhaite mettre en évidence cette année, c'est la frustration, qui produit généralement des effets assez négatifs. Pas systématiquement. Il y a des frustrations qui peuvent déboucher sur de bonnes choses, quand on les assume et qu'on les positive. Mais le plus souvent, la frustration rend agressif, méchant, violent. Tu voudrais changer ça? Oh non, je ne rêve pas. Je t'invite simplement à regarder désormais autour de toi avec cette idée en tête qu'une large proportion des gestes agressifs, des comportements violents ou seulement absurdes, puisent leurs racines dans la frustration dont souffrent le ou les protagonistes. Le sentiment de frustration
C'est la souffrance qu'on éprouve quand on a l'impression que la vie ne nous donne pas quelque chose qu'elle devrait normalement nous donner. La sensation de ne pas être récompensé à hauteur de ses mérites. De ce point de vue, nous sommes tous frustrés, plus ou moins gravement, plus ou moins douloureusement. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de comprendre ce sentiment chez les autres, et éventuellement de compatir. Moi, je me sens pas spécialement frustrée. C'est sans doute, Simone, que tu ne l'es qu'à un degré raisonnable. Mais vois toutes celles et ceux de nos compatriotes qui ont ce que j'appelle, dans un raccourci brutal mais saisissant, une vie de merde. Une vie qui ne leur apporte aucune satisfaction, ni professionnelle, ni sentimentale, ni intellectuelle, une vie morose et sans horizon, une vie si terne et si vide de plaisir que les victimes elles-mêmes la décrivent parfois comme une vie de merde. Bon, j'ai pas de chiffres en tête, mais ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de gens qui vivent dans la frustration et à qui cette frustration sournoise inspire des comportements désastreux. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Dans un premier temps, comprendre, réaliser que celui qui se comporte bêtement ou méchamment ou violemment ou les trois à la fois, celui-là ne le fait pas délibérément parce qu'il est méchant. Il est souvent simplement frustré. Et c'est cette frustration qui sert de moteur à sa mauvaise action. Chaque fois que tu réalises ça, Simone, chaque fois que tu le comprends, tu as déjà fait un pas pour excuser le comportement déviant. Et en tout cas, tu le reçois, toi, moins durement. Tu es moins tenté d'ajouter tes propres frustrations à celles de l'autre et de composer ainsi un mauvais cocktail explosif. Voilà, je te dis tout ça un peu en vrac, ce sont plus des sensations qu'une théorie, mais il me semble en résumé que la frustration, le sentiment de frustration, est un objet d'étude qui n'est pas suffisamment étudié. Peut-être les psychologues et les sociologues sont-ils trop frustrés eux-mêmes pour prendre le temps de se pencher sur la question? Peut-être, Simone. Et peut-être pas. Tu les as certainement repérés, Simone, puisqu'il t'arrive de fréquenter les stations de radio. Qui ça? Ces petits groupes de 3 à 10 individus qui font le pied de grue pendant d'interminables heures devant les bâtiments de la radio. À Europe 1, à France Inter, à RTL, ou bien sûr à la maison de la radio. Avec une patience d'ange, ils guettent la sortie de personnalités connues, auxquelles ils demandent un autographe, une photo, ou idéalement les deux. Ils se font prendre en photo aux côtés de leur proie. Ils présentent de grands cahiers pleins de gribouillages illisibles. En 30 secondes, l'affaire est faite et ils se remettent à l'affût. Des personnalités connues, tu disais? Oui, connus en général, pas forcément connus par eux. Si tu leur dis que le monsieur moustachu qui est en train de sortir est connu, il les intéresse, même s'ils n'ont aucune idée de ce qui lui a valu sa notoriété. Ils sont étranges, ces chasseurs, qui peuvent passer des journées entières dans le froid ou sous la pluie pour constituer une collection de photos bâclées et de signatures griffonnées à la va-vite, collection sans aucune valeur marchande évidemment, qui regroupe des chanteurs, des hommes politiques, des sportifs, des acteurs, des stars de télé-réalité, des cuisiniers, des animateurs télé, des avocats, bref, n'importe qui, pourvu que ce n'importe qui soit passé à la radio ou à la télévision. Ces curieux personnages sont des chasseurs de notoriété. Pourquoi font-ils ça? Il faudrait le leur demander. Je crois, quant à moi, que leur démarche relève de la pensée magique. En touchant la peau du lion, ils ont l'impression de capturer un peu de la puissance du lion. La photo et l'autographe ne sont qu'un prétexte. L'important est d'avoir approché, côtoyé, touché la personne connue. C'est cet instant magique qui compte. L'autographe ou la photo sont la preuve et le souvenir que cet instant a bien existé. Ces chasseurs anonymes tentent d'échapper à l'anonymat en se frottant furtivement à des gens qui, justement, ne sont pas anonymes, même si la notoriété de ces derniers ne repose sur rien qui intéresse par ailleurs le chasseur. On est loin, par exemple, du fan de Johnny Hallyday, qui se rend à un concert de Johnny Hallyday et qui attend Johnny Hallyday à la sortie pour obtenir une photo, un autographe ou une poignée de main de son idole. Celui-là sait ce qu'il veut et pourquoi il le veut. Il est fan de Johnny. Tu peux ne pas approuver son choix, mais c'est un choix qui a du sens. Quel sens? Ça veut dire, j'aime bien Johnny, ses chansons m'apportent des émotions positives, elles m'aident à vivre. J'aime sa personnalité aussi, il m'inspire. Son existence et son œuvre me font du bien.
Encore une fois, tu n'es pas obligé de partager cette admiration et cet amour, mais tu comprends ce qui anime le fan. A contrario, les guetteurs de sortie de radio ne sont pas animés par un quelconque sentiment d'admiration ou de proximité élective. Ils veulent seulement respirer l'odeur de la célébrité, dans l'espoir, évidemment déçu, que cette inhalation les aidera à sortir de la grisaille. Il y a quelque chose de pathétique là-dedans. Oh, ils sont pas méchants. Mais non, au contraire, ils sont aimables et prévenants, ils font de mal à personne, ils sont même humbles et plutôt courageux. Mais voilà, ils me font de la peine un petit peu. Si on allait les saluer, maintenant. Allez, c'est parti, Simone. Tu vois, Simone, lorsque nous avons projeté, toi et moi, en pleine complicité et en totale harmonie, d'avoir, au long de cette saison, une conversation quotidienne un peu avant 18h, il y a un cas de figure que nous n'avions pas prévu, c'est celui où l'un de nous deux, soit toi, soit moi, n'aurait tout simplement pas envie de bavarder. Mais moi, je suis toujours ravie de bavarder. En effet, ce n'est pas principalement de ton côté que je redoutais le blocage, mais plutôt du mien. Je me savais fragile, et pour ne rien te cacher, nous y voilà, cet après-midi, je n'ai pas envie de bavarder. Je ne refuse pas de bavarder, mais le désir sincère, authentique, débarrassé de toute arrière-pensée polluante, ce désir franc et massif de bavarder n'est pas au rendez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On en parle? Oh, en parler, c'est peut-être beaucoup, le problème n'est pas d'une gravité qui justifie d'en parler avec un grand P. En revanche, en bavarder un peu, voilà qui serait peut-être de nature à débloquer la situation. Car c'est bien d'un blocage qu'il s'agit. Je n'ai pas de raison objective de refuser de bavarder. Je n'ai pas d'empêchement majeur à le faire. C'est seulement que ça ne me vient pas spontanément. Du reste, je ne saurais pas dater ce blocage. Il y a encore une heure, je me sentais tout à fait prêt à entrer en conversation avec toi. T'imagines bien, Simone, que si tel n'avait pas été le cas, si je m'étais déjà su bloquer, j'aurais eu la courtoisie de te téléphoner pour te décommander. Mais non, j'étais à ce moment-là parfaitement bien luné. Bon, il serait excessif de dire que je me réjouissais bruyamment à la perspective de bavarder avec toi. Mais pour autant, je ne la redoutais nullement, cette perspective. Et puis, une heure a passé. Mais ça, on n'y peut strictement rien. Tu ne peux pas empêcher le temps de passer. Sois gentille, Simone, épargne-moi les bavardages inutiles. Quoi qu'il en soit, une heure a passé et me voilà bloqué. Quand précisément le blocage est-il intervenu, je ne saurais le dire. Il se peut qu'il se soit posé sur moi d'un seul coup avec un bruit sec à 17h46. Oh, je donne cette heure au hasard, bien entendu, puisque je n'ai pas le fin mot de l'affaire. Mais il se peut aussi bien que ce blocage se soit installé progressivement. Peut-être a-t-il commencé de s'insinuer en moi aux alentours de 17h20 pour se répandre en l'espace d'une grosse demi-heure et atteindre le centre de mon cerveau au moment même où nous nous sommes retrouvés face à face. Qu'est-ce que ça change? À vrai dire, rien. Mais nous n'allons pas nous laisser dominer par ce petit blocage au point de rester silencieux à l'antenne. Ce ne serait pas fair-play, il faut bien que nous bavardions de quelque chose pour donner le change. Alors, pourquoi pas des conditions de survenance de mon blocage? Le sujet n'est certes pas palpitant, mais s'agissant d'un dépannage, on ne peut pas demander la lune. Donc tu remarques, Simone, qu'elle intervient pour la deuxième fois dans notre conversation, comme pour mieux illustrer le côté lunatique de mon caractère. Cette humeur changeante qui peut, d'une minute à l'autre, me faire passer de l'envie de bavarder à l'envie de ne rien dire, puis de nouveau à l'envie de bavarder. Mais la question n'est pas là. À quoi bon le dire au demeurant? Elle n'est pas là, c'est vrai, mais elle n'est pas ailleurs non plus, puisqu'en vertu de mon blocage, que nous espérons tous passager, elle n'est nulle part, la question. Nulle part. Voilà, nul. C'est le mot que je cherchais. Comme quoi l'incident aura servi à quelque chose. Il t'aura permis de retrouver ce mot que tu avais perdu. Nul. C'est bien ça. Tout à fait. Nul. Simone, je suis absolument sûr de mon fait. Il est possible
Je sais bien que je l'ai déjà dit, mais je le dis quand même. Il est possible de réduire dans des proportions considérables le temps perdu dans les embouteillages, à seule condition de régler de façon optimale un certain nombre de feux tricolores mal programmés. C'est une affaire d'importance, parce qu'elle représente des millions d'heures perdues chaque jour, pas seulement par les automobilistes, livreurs, routiers ou simples passagers, mais aussi par tous les usagers des autobus, perdus bêtement, parce qu'il y a des centaines de feux tricolores qui ne sont pas réglés pour tenir compte du débit réel de chaque artère. Tu le comprends bien, Simone, il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il ne s'agit pas de rallonger l'attente sur la voie X pour la raccourcir sur la voie Y qui la croise. Non, il s'agit de donner à Paul les habits dont Pierre ne se sert pas. Il s'agit de diminuer la durée du feu vert sur l'artère où la circulation est faible pour la rallonger sur l'artère où se forme le bouchon. Je comprends. Mais j'ai quelques questions à te poser. Qui, quand, où et comment? Je réponds d'abord aux questions où et quand. Où? En zone urbaine, là où il y a des feux tricolores et des bouchons. Il est inutile d'opérer en race campagne, là où il n'y a ni route, ni feu, et par conséquent ni voiture, ni bouchon. Donc en zone urbaine, et sur les feux qu'on aura dûment repérés, ou bien que les usagers auront signalés en raison de leur réglage manifestement défectueux. Quand? Je réponds tout de suite. Il faut réagir dès ce soir. C'est une question d'intérêt général. La perte de temps est préjudiciable à la collectivité tout entière. On n'a que trop tardé, malgré mes nombreuses admonestations. Qui? Ça, c'est une question embarrassante. Je ne sais pas qui est responsable de la programmation des feux tricolores. Je suppose que ça dépend de la catégorie de la voirie. Certains feux doivent relever du pouvoir municipal, d'autres du département, d'autres encore de la région ou de l'État. À moins que tout ça soit géré par les préfectures ou par la police nationale, ou bien la gendarmerie, ou bien le ministre de l'Intérieur personnellement, je n'ai pas eu le temps de me renseigner. Mais ils doivent bien le savoir, ceux qui sont responsables, qu'ils sont responsables. Alors j'admoneste à la cantonade, et qui se sent morveux, qu'il se mouche. Espérons. Et pour finir, comment? 2 méthodes, Simone. L'une fait appel à une technologie un peu pointue, reposant sur un comptage préalable des véhicules sur chaque artère pendant une période test, après quoi un logiciel assez simple détermine le rythme idéal du feu, celui qui permet un débit optimal. Ce rythme peut d'ailleurs être modifié au fil des heures, ou des jours ouvrables aux jours fériés. Mais bon, il faut un peu de matériel, il y a un coût économique. On peut alors se rabattre sur une méthode empirique consistant à modifier par palier le réglage du feu qui fait bouchon jusqu'au moment où le bouchon sera réduit à son minimum possible. Il n'est pas très difficile de recenser les feux les plus problématiques et on commencera par cela. Et par pitié, ne viens pas m'objecter le coût du travail des fonctionnaires qui seront affectés à cette tâche d'intérêt national. L'économie globale que leur travail de réglage permettra de réaliser compensera très largement leur salaire. D'autant qu'une fois qu'un feu est idéalement réglé, il n'est pas besoin d'en réviser le réglage tous les 3 jours. L'effet positif s'étale sur plusieurs années. As-tu d'autres questions, Simone? Non. Alors il n'y a plus qu'à. Tu as su, Simone, pour Edwige? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, donc tu n'as pas su. Elle a viré Lionel. Elle l'a jeté, tu veux dire? Oui, oui. Elle l'a acheté comme une vieille chaussette après 5 ans. Enfin, pas tout à fait 5 ans, puisqu'ils ont été séparés pendant 6 mois. Tu sais, quand Edwige avait découvert, par Martha, je crois, que Lionel avait une liaison avec Alexandra, laquelle s'était d'ailleurs fait jeter par Fabien quand il l'a appris, par Arnaud, il me semble. Mais bon, ensuite, tout était rentré dans l'ordre, du côté de Lionel et Edwige en tout cas. Parce que je crois bien que Fabien et Alexandra se sont d'abord remis ensemble, et puis 3 mois après, ça a recassé. Cette fois, c'est Fabien qui est parti, avec une fille qu'il avait rencontrée à son club de gym, Stéphanie, je crois. Et Alexandra a fini par se remettre avec le père de son fils, Antoine. Mais pour Lionel et Edwige, c'était bien reparti apparemment, après le problème Alexandra. Et puis là, il y a 4 jours, elle l'a viré. Il n'avait pas vu le coup venir? Si, plus ou moins, puisqu'il bosse sur le même projet que Jérémy, qui est très copain avec Edwige. Et il avait su par Jérémy, donc, qu'Edwige se posait des questions, qu'elle en avait un peu marre, on ne sait pas trop de quoi d'ailleurs, mais elle se sentait plus très heureuse dans son couple. Et ça, Jérémy l'avait dit à Lionel. Mais quand Lionel avait mis le problème sur le tapis avec Edwige, apparemment, Edwige n'avait pas confirmé, soit par manque de courage, soit par ruse, soit pour ne pas faire de peine à Lionel.
Mais si c'est ça, c'est bien raté, parce qu'au moins Lionel aurait pu essayer de faire quelque chose s'il avait eu connaissance des états d'âme d'Edwige. Mais comme elle lui a dit en résumé que tout allait bien, il a continué comme avant, il a rien changé, et paf, il y a 4 jours, il s'est fait jeter. Comme une vieille chaussette. Exactement. Mais comment le sais-tu? C'est toi qui me l'as dit. Ouais, c'est possible. Toujours est-il que Lionel est devenu fou. Il a d'abord soupçonné Jérémy, mais s'il y a bien un gars fidèle, c'est Jérémy. Il n'a pas touché un cheveu d'une autre depuis 8 ans qu'il est avec sa Tatiana. Après ça, Lionel est allé, par dépit, j'ai l'impression, chez Marianne, avec qui il avait failli, tu te souviens, y avoir quelque chose il y a 2 ans. Mais finalement, par fidélité à Edwige, ça s'était pas fait. Et là, il a foncé, le Lionel. Il voulait se venger, d'après ce que j'ai compris, mais c'est absurde. Bref, apparemment, ils ont couché ensemble un après-midi. Après, ça n'a pas loupé. Joseph, le mari de Marianne, l'a appris par Cécile, à qui Marianne n'avait pas pu s'empêcher de le dire. Alors, pourquoi Cécile est allée répéter ça, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle l'ait dit directement à Joseph. Elle a dû le dire à Sébastien, sans se rendre compte que Sébastien joue au foot avec Joseph tous les dimanches. Alors forcément, dans les vestiaires, tu penses bien... Il se passe des trucs dans les vestiaires? Ah non, 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 pas dans le sens que tu crois. À part peut-être Jérôme et Charles, mais bon, c'est différent, ils sont homos, donc... Et en même temps, ils vivent ensemble depuis 3 ans. Je vois pas pourquoi ils iraient faire ça dans les vestiaires du foot. Non, donc je pense que c'est là que Sébastien a parlé à Joseph, qui déjà n'était pas un grand fan de Lionel, donc il a menacé de lui péter la gueule. Quand Cécile a su ça, elle était hyper embêtée, elle trouvait qu'il devait plutôt régler ça avec Marianne. Et c'est pas faux, parce que tu sais ce que Marianne avait promis le jour de son mariage. Non. Je te dirai demain. Oh là, je vais être honnête, Simone, j'y comprends plus rien. Moi non plus, si ça peut te rassurer. Mais à quoi? À l'histoire de Lionel, l'histoire dont je t'ai parlé hier, ou avant-hier, ou jeudi dernier, ou en novembre, je sais plus. Mais bref, j'y comprends plus rien. Comment a-t-il pu ne pas se douter que sa meuf, sa copine si tu préfères, Christelle, était en train de tomber amoureuse de Manu? Tout le monde le voyait. Sophie avait même dit à Étienne, à qui en principe elle parle assez peu, elle lui avait dit qu'il y avait de l'eau dans le gaz dans le couple Manu et Jeanne, que Jeanne se demandait si Manu n'avait pas déjà la tête ailleurs. Et où voulais-tu qu'il ait la tête, grand Dieu, lui qui est toujours tellement renfermé dans son coin? Où voulais-tu que ce soit, sinon en direction d'une des rares personnes avec qui il se montre à peu près civilisé, dans les soirées spaghettis ou les parties de pétanque que la petite tribu a l'habitude d'organiser? Qui d'autre pouvait le faire bouger que la seule qui semblait trouver grâce à ses yeux, en l'occurrence Christelle? Pardon d'être un peu direct, mais Manu était à la limite de l'autisme. C'est son défaut et c'est son charme à la fois. Et je le dis tout net, l'attention soutenue et même têtue qu'il portait à Christelle aurait dû mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Et à Lionel en premier. Mais... Oui, oui, je sais ce que tu vas dire. C'est pas parce que Manu rêvait de Christelle que Christelle rêvait de Manu. C'est vrai. Mais en même temps, il faut voir les choses en face. Il est si rare d'être aimé sincèrement et passionnément. Christelle, tout attachée à Lionel qu'elle soit, ne pouvait pas rester éternellement insensible au désir ardent qu'elle inspirait, malgré elle, à ce pauvre Manu. Alors, tu vas me dire qu'elle a lâché la proie pour l'ombre, et je te dirais, d'accord, c'est vrai, Lionel pèse plus lourd que Manu, objectivement. Seulement, voilà, Lionel était très attaché à Christelle. Et en face, t'avais Manu qui, lui, était follement épris de Christelle. C'est pas la même limonade. On a tous besoin d'être aimés, Simone, aimés pour de vrai, aimés pleinement et follement. Et ça, Lionel ne le donnait plus à Christelle. Ça lui semblait normal et logique d'être avec elle. Il l'avait même dit un soir à Coralie. Il lui avait dit carrément « Christelle et moi, c'est une histoire qui marche ». Et Coralie, qui a quelques années de moins, ça l'avait choqué. Elle s'était dit « Une relation amoureuse, il faut que ce soit un peu magique. Ce n'est pas un contrat synalagmatique ». Oui, parce qu'elle est licenciée en droit, donc elle connaît ce mot-là. Mais c'est vrai, c'est ça qui est beau dans l'amour. Rien n'est jamais acquis et rien non plus n'est jamais perdu. C'est une conquête de chaque jour. T'es d'accord? J'ai un peu décroché. Voilà, c'est le mot que j'attendais, décrocher. Et c'est ça qui est arrivé à nos amis. La force de l'habitude, la terrible routine les a fait décrocher. Lionel a décroché sans s'en rendre compte, progressivement. Et Christelle, qui serait sans doute restée avec Lionel encore 50 ans si rien ne s'était passé. Christelle, réveillée, ressuscitée, révélée à elle-même par le sentiment amoureux inconditionnel que lui vouait, bien malgré lui au début, notre ami Manu, Christelle a succombé. Elle a préféré être la première dans son village que la seconde à Rome. Elle s'est laissée embarquer par la force des sentiments de Manu, même si, et là je suis d'accord avec toi, même si ces fameux sentiments ne sont pas garantis pérennes. Hein.
Manu est amoureux aujourd'hui, d'accord, c'est très beau, mais qu'en sera-t-il demain, lorsque Christelle semblera lui appartenir? Ne deviendra-t-il pas lui-même un second Lionel? Hein? Quelle est ton idée là-dessus? Je te le dirai demain. Sur le territoire de la petite commune de Val-d'Illier, en Suisse, dans le canton du Valais, se trouvent des sources thermales. Il y a donc un grand centre thermal avec des piscines intérieures et des piscines extérieures, alimentées naturellement par une source d'eau légèrement sulfurisée à une température de 34 degrés. C'est épatant, c'est très bon pour la santé. C'est un plaisir inouï de se baigner à l'extérieur quand il fait moins 5 degrés ou quand il neige. Tu en parles bien, en tout cas, ça donne envie. Oui, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, Simone, réside dans le système de fermeture des casiers du vestiaire de la piscine. Écoute plutôt. À l'entrée, on te donne un petit bracelet qui ressemble à une montre en plastique bleu. Ce bracelet te permet d'accéder au vestiaire, bien entendu, mais ensuite, une fois que tu es prête, tu choisis un casier libre parmi quelques 500 casiers, tu y mets tes affaires, et il te suffit, pour verrouiller le casier, d'appliquer le cadran de ton bracelet sur le bouton de verrouillage. Pas besoin de clé, pas besoin de pièces de monnaie, pas de code à composer, une simple application du bracelet et tes affaires dorment en sécurité pendant ta baignade. Au retour, tu appliques à nouveau ton cadran sur le bouton et le casier s'ouvre. Évidemment, les 500 casiers sont identiques. Alors, j'entends d'ici ta question. Ma question. Oui, ta question, je l'entends d'ici. Est-ce que l'établissement est ouvert le dimanche? Mais non, Simone, c'est pas ça ta question. Ta question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a oublié le numéro de son casier? Ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait si on a oublié le numéro de son casier? Ah, je l'attendais, cette question, figure-toi. Eh bien, on présente son bracelet à la borne idoine qui vous annonce instantanément casier 227, si c'est le 227 que tu as choisi. Bref, la borne te rappelle ton numéro de casier, tu te rends alors à ton casier et tu opères, comme je t'ai dit tout à l'heure, une simple application du bracelet. Et le casier s'ouvre comme par magie. Le casier s'ouvre, oui Simone, mais il n'y a aucune magie là-dedans. C'est juste un système intelligent et moderne, et je veux féliciter ici celui ou celle qui l'a conçu. Fini la petite clé ridicule que tu trimbales à ton bras, oubliez les interminables manipulations de clavier à l'ancienne, et pas besoin de vilain gros cadenas, pas besoin d'une pièce d'1 € quand tu n'as que des pièces de 2, ou d'une pièce de 2 € quand tu n'as que des pièces de 1, pas besoin surtout d'une pièce de 2 francs suisses quand tu n'as que des euros. Bon, tu vois le progrès accompli en quelques décennies. Tu perçois la modernité et l'élégance du dispositif. Non? Si. Des questions? Une question qui va te paraître incongrue, mais j'ai ma petite idée derrière la tête. Vas-y. Ces eaux thermales sulfurisées, Mm. chaudes, Mm. naturelles, Mhm. tout ça, elles n'auraient pas par hasard des vertus euphorisantes? Mais si, pourquoi? Pour savoir. Tu vois, Simone, quand j'étais mouflé, quand j'étais ce garçonnet blondiné et un peu grassouillé que tu connais, avec mes copains marseillais, on ne se lassait jamais de nos légendaires banquets de gourmets au troquet Le Vieux Chalet. Un estaminet discret, un peu désuet, mais très douillet, avec ses tabourets et son buffet en chêne sur lequel trônait de mai à juillet un bouquet de muguets et d'œillets. Et là, pour un budget qui n'excédait pas quelques billets, on s'offrait un godet de guignolé qui précédait un repas complet avec, suivant les jours, un cassoulet au fumet parfait, des pieds paquets, des beignets de brochet, un filet de rouget et son œuf mollet, un poulet au navet, un faux filet ou un onglet bien épais, quand ce n'était pas un jarret de porcelet du meilleur effet, et puis la ronde des sorbets, le tout arrosé d'un pichet de muscadet ou de mauvais beaujolais ou simplement d'eau du robinet. Et c'est toujours avec regret qu'on faisait le trajet du retour, nourrissant
en secret, le projet de recommencer. Quel beau souvenir d'enfance. Ouais. Mais rien ne t'étonne là-dedans? À vrai dire, si, j'étais un peu surprise par le mélange de muguet et d'œillet. Et c'est tout? Non, c'est pas tout. Il y a un autre mélange qui m'a étonnée, c'est celui du filet de rouget et de l'œuf mollet. Admettons. Mais rien d'autre? Non, peut-être les tabourets en chêne? Bon, te fatigue pas. La vérité, Simone, est que j'ai commis 63 fautes de prononciation dans mon histoire. Les mots en ET ou en AIS ou en AIT se prononcent, selon l'orthodoxie, et ouvert, est. Et tout à l'heure, je les ai tous fermés. J'ai transformé 63 est en et. Et tu n'as rien vu. Moi, tu sais, l'orthodoxie. Alors, ça donne quoi ton histoire en orthodoxe? C'est quasiment une autre histoire. Quand j'étais mouflet, quand j'étais ce garçonnet blondinet et un peu grassouillet que tu connais, avec mes copains marseillais, on ne se lassait jamais de nos légendaires banquets de gourmets, au troquet le vieux chalet. Un estaminet discret, un peu désuet, mais très douillet, avec ses tabourets et son buffet en chêne sur lequel trônait, de mai à juillet, un bouquet de muguets et d'œillets. Et là, pour un budget qui n'excédait pas quelques billets, on s'offrait un godet de guignolet, qui précédait un repas complet avec, suivant les jours, un cassoulet au fumet parfait, des pieds paquets, des beignets de brochet, un filet de rouget et son œuf mollet, un poulet au navet, un faux filet ou un onglet bien épais, quand ce n'était pas un jarret de porcelet du meilleur effet, et puis la ronde des sorbets, le tout arrosé d'un pichet de muscadet ou de mauvais Beaujolais ou simplement d'eau du robinet. Et c'est toujours avec regret qu'on faisait le trajet du retour, nourrissant en secret le projet de recommencer. Ah, faute. On dit recommencer. Ben, tu vois, toi aussi t'es sensible à l'orthodoxie. Oui, enfin, j'avais compris quand même. C'est ça l'important, c'est qu'on se comprenne. Baf, je suis ravi que tu aies pour ta part tranché le dilemme. Moi, je continue de me demander si c'est important ou si ça ne l'est pas. Au moins ça t'occupe, c'est toujours ça de prix. Simone, nous allons faire du recyclage cet après-midi. C'est pas dangereux au moins? Aussi, c'est dangereux, c'est très dangereux, mais je contrôle. Nous allons recycler tous les mots, toutes les phrases qui constituent ces justifications embarrassées, ces excuses frelatées, ces explications oiseuses que nous avions préparées au moment de nous mettre en infraction et qui finalement n'ont servi à rien puisque nous ne nous sommes pas fait pincer. Sois plus clair. Tu le sais bien, Simone, nous faisons tous ça, au moment de commettre une infraction, de faire une chose que nous savons interdite, par la puissance publique ou par un pouvoir privé, peu importe. Au moment où nous nous apprêtons à contrevenir à la règle, nous pensons tous à l'éventualité de nous faire prendre et réprimander par un gendarme, un policier, un vigile, un gardien, bref, un représentant de la règle. Et nous préparons dans nos petites têtes ce que nous lui raconterons pour justifier notre comportement déviant. Mais quand le gendarme ne vient pas, toutes ces explications n'ont pas d'utilité et nous les effaçons de nos disques durs. C'est cette matière-là, Simone, que j'entends, dans un esprit écologique, recycler ici. Par exemple? Ben, un deux roues dans un couloir d'autobus. Ben, je pensais qu'il y avait une tolérance. Un voyageur sans titre de transport valable. Ah, j'ai vu que mon ticket passait pas, mais j'ai pensé que c'était la barrière qui marchait pas parce que le gars devant moi, il avait eu le même problème. Alors je me suis dit, bah, c'est la machine qui se trompe. Un automobiliste qui grille un stop. Ah, alors d'accord, j'ai pas vraiment marqué l'arrêt, mais presque. Je suis passé à 2 à l'heure maximum. Et puis, il y avait personne. Il est 3 heures du matin. Intrusion dans une propriété privée? Ah, c'est une propriété privée? Mais il y a des panneaux propriété privée? Ah bah, c'est possible, mais par où je suis passé, j'en ai pas vu. Un excès de vitesse? Ma fille est à l'hôpital, bon, ils m'ont dit de venir en urgence, alors bah, vous pensez, avec l'angoisse et le stress, mais c'est vraiment la première fois de ma vie que je dépasse la vitesse autorisée. Un feu rouge? Le gars derrière moi était si près, il me collait au pare-choc. J'ai eu peur qu'il me rentre dedans si je m'arrêtais. C'est pour ça que je suis passé. Abus d'alcool? Je comprends pas. J'ai bu que 2 verres, alors là, je comprends pas.
Il est fiable, votre machin? Une carte de réduction qui a expiré. Faites voir. Ah bah oui. Ah bah alors là, c'est idiot, hein. Je me suis pas rendu compte. C'est tout ça que tu vas recycler. Voilà, ça y est, c'est recyclé. Je viens de redonner vie à quelques-uns de ces jolis bobards inutilisés. La suite au prochain numéro. Ah bon? Il y a un prochain numéro. Première nouvelle, on ne m'a rien dit.